Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui se passent. On a commencé à faire des lives maintenant à cause de la campagne qui se déroule. Donc, il y a plein de contenus qui sortent de YouTube. Évidemment, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes audio. On est littéralement partout. Allez nous suivre, commenter, partager, faites toutes ces belles choses-là. Salim, comment ça va? Écoute, George, ça va bien, mais cette fois-ci, je parlerai pas de la météo parce qu'il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire que j'ai trouvé très drôle sur le fait que je faisais un lien entre la météo et ce qui se passait sur la scène politique. Alors, je la ferai pas cette fois-ci. Tu fais bien de dire qu'on fait des lives pendant l'élection. On fait pas ça sous le format habituel parce que forcément, pendant les élections, ça passe tellement vite que nos épisodes serait un petit peu dépassé. Il y a aussi la question de la distance avec les candidats. Il y a aussi, effectivement, il y a aussi ça. Mais aussi, pour une autre raison, c'est que dans nos épisodes réguliers, comme aujourd'hui, par exemple, on parle aussi de tout ce qui se passe pas en politique fédérale. Il y a quand même des choses qui se passent sur la scène provinciale et aussi municipale. Ouais. C'est une année importante. Exact. 2025, c'est les élections municipales cet automne. Et aujourd'hui, on a le plaisir pour, je pense, la première fois, quelqu'un qui est en politique municipale montréalaise. On a déjà eu le maire de Québec, de Laval, la mairesse de Longueuil. Mais pour la première fois, une politicienne de Montréal, c'est Madame Soraya Martinez. Bonjour. Allô, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous. Salim, Soraya et moi, on se connaît, ça fait quand même longtemps. Je ne savais même pas que vous vous connaissiez. Elle était conseillère municipale à Saint-Michel. Moi, j'étais attaché politique dans le Rideau-Orion. Ça touchait pas Saint-Michel. Nous, c'était Parkex-Villeray, mais on avait quand même des dossiers en commun. Oui. On se voyait, donc c'était une autre époque. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Quand même, ça nous rajeunit pas. Ça, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant parce que ça, puis on va revenir, là, on va revenir à la ville de Montréal parce que les gens te connaissent plus comme la députée fédérale, ministre qui fait le saut au municipal, mais il y a un historique avec la ville de Montréal quand même. Ben oui. Mais moi, j'ai commencé au municipal. Ouais. C'est drôle parce que moi, je travaillais à l'ATU avant. En fait, rewind, avant d'arriver à l'ATU, moi, j'étais jeune à l'époque, là. On était jeunes à un moment donné dans notre vie. Puis j'ai été travailler dans une banque que j'ai détestée. J'ai détesté travailler dans une banque. Et j'étais très jeune. En fait, je pense que la banque ne savait même pas que j'avais 17 ans que j'ai commencé à travailler. J'aurais dû avoir 18 ans. J'avais pas le droit de travailler dans une banque. Puis bref, j'ai détesté ça. Et je suis allée travailler pour une petite compagnie de danse. Et j'ai fait de la tournée pendant longtemps. Pendant 3 ans, j'ai été dans plein de pays. Puis j'avais jamais fait ça dans ma vie. Mais je me suis retrouvée finalement je suis tombée enceinte. Puis je ne pouvais plus voyager. Puis je m'emmerdais à la maison. Puis ma mère elle m'a dit « Pourquoi tu vas pas faire un peu de bénévolat à l'écoquartier du coin? » Puis c'est l'écoquartier Saint-Michel. Je suis rentrée là. J'ai fait ça pendant quelques années, finalement, qui est un truc de quelques semaines, finalisé 4 ans, 5 ans dans le communautaire. Puis c'est le communautaire qui m'a dit « Pourquoi tu t'en vas pas travailler puis faire de la politique municipale? » Moi, je ne savais même pas ça faisait quoi un élu municipal. Là. Dans ma tête, c'est juste de gérer les poubelles. Là. Ouais. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Fait que c'était comme pas une ambition c'est juste le désir de finalement travailler avec ma communauté qui a fait que je me suis retrouvée élue municipale. Tu sais. Ouais. Puis par la suite, mais tu sais, c'est ça qui est intéressant au niveau municipal, c'est qu'il y a tellement de choses qui changent. Ouais. Les noms, les partis qui changent de leader. Là, on change de nom. Là, il y a des gens qui switchent de bord. Puis c'est un peu mélangeant pour les gens, la politique municipale. Tu sais. Oui. Il y avait Vision Montréal, puis là, c'est devenu Union Montréal? Non. Mais alors, Vision Montréal, donc, dans le fond, vous êtes fait élire quoi, en 2009? Moi, je me suis fait élire sous la bannière de Union Montréal. Ah, d'accord. Avec Gérald Tremblay. Avec Gérald Tremblay. Moi, j'ai claqué la porte du parti. C'est ça. 2 ans après, je suis devenue indépendante. D'accord. Et la période indépendante, il y avait un autre parti à l'époque qui était Vision Montréal, qui était l'ancien parti de Bourque. Ah, c'est ça, oui. Et ce parti a été repris par Benoît Labonté à l'époque. C'est ça. Et Louise Arel. Exact. Et moi, je me suis présentée
avec Louise Arel. C'est Comme ça. concert dans Saint-Michel. Là. Mais écoute, moi, je savais qu'on passait pas. Là. Louise Arel ne passait pas dans Saint-Michel. Je savais qu'il y avait quand même un risque de ne pas me faire réélire, ce qui est arrivé. Mais j'ai poursuivi parce que je suis restée chef de cabinet de Louise Arel pendant 4 ans. C'est ça. OK. La décision par la suite de faire le saut au fédéral. Et là, on parle on fait un grand saut. Là. On arrive parce que je veux aller vite parce qu'il y a quand même plusieurs enjeux à Montréal. 2019, là. Moi, j'aurais compris 2015. C'était la grande caravane, Justin Trudeau. C'était comme la grande vague. Quand même, il n'était pas premier, là, on s'entend. C'était comme les 2 dernières semaines où Justin Trudeau a pris un peu l'avance. Mais c'est pas en 2015 que tu arrives. Tu arrives en 2019, où les résultats n'étaient pas celles de 2015. Et même... vu cette baisse, si on veut, de l'appui envers Justin Trudeau, tu arrives à gagner un comté qui était passé proche en 2015. C'était Marois Risky, je crois, qui s'était présenté. Oui, c'était pas si proche que ça, non? Oui, c'était 500 votes. C'était quand même proche, okay. Mais Hochelaga n'avait pas été libéral depuis 40 ans. Oui, c'est ça. Non. Donc, il n'y avait pas une base militante libérale du tout dans Hochelaga. Ouais. Puis moi, je décide d'arriver en 2019 puis me dire, OK, ben, je prends pas un comté facile. Je prends un comté, en fait, qui n'était pas facile. Puis c'est drôle parce qu'un de mes amis m'avait dit à l'époque, il dit, ça, il dit, soit tu mises gros puis tu gagnes gros. Hein? Ouais. C'est ça la notion du risque. Là. Puis tu te crées ta propre niche. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai fait campagne pendant 1 an dans Hochelaga. Puis c'est exactement ce que je fais à Montréal maintenant. Ouais. Ce sera pas facile. Je dis, moi, j'ai tout lâché. Écoute, j'ai démissionné comme ministre. Je m'en vais avant même que je reçoive ma pension. Je pars parce que je choisis d'aller à Montréal, parce que c'est ma ville, je l'ai dans mon ADN. Puis je mets tout sur la table pour gagner Montréal. Mais il n'y a rien qui garantit que je vais gagner Montréal. Ouais. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi, j'aime ça travailler fort. Puis, mais ça c'est une très bonne chose. Puis en passant, même si en 2015, le score était très honorable, c'est-à-dire de 500 voix. Généralement, en politique, là, quand on remonte dans les historiques, un comté, c'est soit on le gagne, soit on le perd. Il n'y a pas de médaille d'argent, là. Donc, c'est sûr que quand il y a une autre élection, comme tu l'as dit, en plus, George, en 2019, elle était plus difficile qu'en 2015. Oui, parce qu'en 2019, il y avait la montée du Bloc. C'est ça, exactement. Et moi, je suis été comme le dernier rempart au Bloc dans Hochelaga. Moi, j'ai gagné par 328 votes. Puis les sondages, le jour du vote, me donnaient 14 points derrière. Ma machine à moi était bonne. J'avais une bonne organisation. Puis vous le savez, vous êtes des politiciens, vous savez qu'il y a les sondages, mais en plus, si tu n'as pas de machine, puis tu n'as pas une organisation de terrain, tu peux avoir des très bons sondages, mais tu ne gagnes pas. Fait que moi, j'avais une bonne organisation. Mais alors justement, et là, tout de suite après, on va commencer à parler de Montréal, puis de l'avenir, etc. Mais les gens sont aussi intéressés, puis sans doute que vous avez déjà eu cette question-là. Quand on voit les sondages au fédéral en ce moment, est-ce qu'on n'a pas un regret? Non, parce que, comme je t'ai dit, moi, je gagnais Hochelaga. Moi, j'avais des sondages qui me donnaient gagnante dans Hochelaga, même quand on était au pire de nos sondages libéraux. Ah oui, même en décembre? Oui, j'avais un sondage en décembre qui me donnait à 48 % dans mon comté. Moi, j'avais à peu près 83 % de taux de notoriété dans mon comté. Encore aujourd'hui, la candidate fait du porte-à-porte, puis le monde lui parle de moi dans le porte, parce que j'étais une députée qui a été très, très, très présente. Une députée qui était très ancrée dans sa communauté, dans son quartier. Puis dans Hochelaga, ça a toujours été comme ça. Les gens, quand ils adhèrent à quelqu'un, ils s'en foutent de quel parti t'es. C'est comme, c'est un village, Hochelaga. On l'adopte. Moi, je savais que je pouvais gagner. Puis aujourd'hui, je trouve ça le fun parce que les gens me disent « Ah, on vous perd pas, on va voter pour vous à la mairie. » J'ai beaucoup de ça, fait que ça me fait plaisir. Mais non, c'est pas par dépit des sondages. Moi, je suis une fille loyale. J'avais promis à Justin que je restais jusqu'à temps que lui, il avait besoin de moi. Une fois que lui a décidé de partir, ma loyauté est à mon comté et à moi-même. Oui. Non, il faut pas comprendre ma question comme non, mais... C'est parce que entre-temps, on a vu certains de vos anciens collègues, M. Fraser, M. Erskine-Smith, Mme Manent, qui sont revenus, tout d'un coup. Mais c'est tout à votre honneur. Vous avez quitté pour autre chose. Et justement, parlons d'autre chose. Et on va
en tout cas, je vais vous donner mon état d'esprit d'un ex-Montréalais, c'est-à-dire je ne vis plus à Montréal, ce qui est déjà un problème en soi. Donc, ça veut dire que... Les gens sont partis. Voilà, ça veut dire que les gens partent, effectivement. Mais malgré le fait que je sois parti, je ne suis pas parti très loin. Et j'aime beaucoup Montréal. Mais mon Dieu, ce que Montréal, enfin, me déçoit. Puis là, je tirerai sur personne en particulier, là, ni sur l'administration sortante, ni celle d'après. Mais mon Dieu qu'on est frustré quand on aime Montréal parce qu'on se balade à Montréal. D'abord, c'est difficile. Je vais vous dire honnêtement, j'ai une épouse et 3 enfants. Puis parfois, on veut aller au centre-ville pour une balade. Parce que oui, une balade urbaine, c'est le fun aussi. En famille, c'est sale. Ça a moins l'air sécuritaire que ça l'a été. Je dis pas que c'est insécurité, enfin qu'il y a de l'insécurité. Je pense que le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas... Non, le sentiment... beaucoup moins que ça l'était. Un sentiment d'insécurité, c'est une émotion. Hein? C'est comme ce qu'on vit actuellement. Là. Pourquoi ça va bien? Parce que l'émotion actuellement est quoi? C'est la peur. C'est la peur de ce qui se passe aux États-Unis. On peut pas juger une émotion. Mais actuellement, il y a un sentiment d'insécurité super fort à Montréal qui est pas rationnel. Parce qu'on a eu des campements très, très présents au niveau de l'itinérance, beaucoup d'itinérance dans le métro, parce que, comme tu dis, la sécurité et la propriété sont vraiment liés. Quand c'est sale, c'est pas propre. Donc, il y a une vision de laisser aller. Fait que le sentiment est très réel, le sentiment d'insécurité à Montréal. C'est bien évident qu'on peut pas le juger, mais il y a des choses qu'on doit faire, ça, c'est bien évident. Moi, je partage ce que Saline dit parce que, tu sais, nous, on habite dans la Rive-Sud. Moi, on a déménagé ici en 2014, mais je voyageais à Montréal à cause du travail tous les jours jusqu'en 2018. Après 2018, là, moi, dans ma tête, c'est comme la porte ferme, je m'en fous, je veux plus retourner à Montréal. Et ça me fait de la peine parce que, et ça, c'est une affaire émotionnelle, peut-être que tu l'as vu aussi, Salim, on traverse le pont et on regarde la ville de Montréal, puis on se dit, hey, quelle belle cette ville-là. Là. C'est ça, exactement. Oh, qu'elle est belle. Puis tu sais, on regarde, là, tu sais, puis surtout quand il fait soleil, puis c'est beau, tu vois. Et même la nuit, si tu t'en vas la nuit, c'est beau, tu te dis. Puis là, t'as l'impression de rentrer dans l'une des plus belles villes qui soit, puis là, une fois que t'es dedans, là. C'est là où je m'emmenais. Tu sais, t'arrives à Montréal, puis là, tu rentres au centre-ville, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Comme les cons Non, mais tu peux pas aller nulle part. Alors, il faut pas comprendre qu'on l'aime pas. On aime cette ville. Mais tu sais, la ville, Montréal, pour moi, c'est comme un membre de ta famille. Oui. Hein? C'est vraiment quelqu'un que t'aimes, là. Puis tu te dis, mon Dieu, me semble qu'elle pourrait faire ça, parce qu'on sait ce qu'elle est capable de faire, puis d'être. Puis moi, c'est ça que je veux redonner à Montréal. C'est ce sentiment de fierté, de redonner la confiance à Montréal d'être ce qu'elle a été, qui est une ville qui est capable de rêver grand. Tu sais, Montréal a fait le Stade olympique, a fait l'île Sainte-Hélène en faisant un métro, en recevant l'Expo 67. Je veux dire, on a illuminé le pont Jacques-Cartier. Je pense que Montréal peut rêver grand. Mais Montréal ne peut pas rêver grand si on n'est pas capable de s'occuper des petites choses. Est-ce que vous voyez, je vais aller un peu à côté, je ne sais pas si dans votre feed là, sur Facebook, des fois, tu sais, quand on scroll un peu puis il y a des affaires qui arrivent qui n'ont rien à faire avec les amis ou whatever, ils ont des photos des années 50, 60 de la rue Saint-Hubert. C'est une nostalgie. Ou la rue Sainte-Catherine. Puis tu vois, puis t'es comme, c'est quoi ça? C'est où? C'est la nostalgie de l'attractivité de Montréal. Quand on allait à Montréal, on allait vivre quelque chose. On allait vivre une expérience, le fun, tu sais. Puis je pense qu'on a perdu cette attractivité-là. Alors, selon vous, puis j'imagine que vous y avez pensé puisque vous vous lancez à la mairie. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'a précisé, mais donc c'est avec Ensemble Montréal. Oui. C'est ça. Selon vous, par où on commence? Parce que quand même, c'est une métropole. C'est gros. Là. On ne gère pas un quartier ou une petite ville dans une MRC. Là, on parle de... C'est vraiment plate ce que je vais te dire. Là. Mais il faut revenir à la base. Puis c'est quoi la base d'une ville? C'est de donner des services aux citoyens. Puis que les citoyens sentent que le service qu'on lui donne est à la hauteur de ce qu'il paye comme taxe. Puis s'assurer que le déneigement est bien fait, que les trottoirs sont déneigés, qu'on a ramassé la poubelle. Puis oui, que quand on dit qu'on va avoir un transport structurant dans l'Est, mais qui va arriver, vraiment. On arrête de l'annoncer 8 fois, je crois. Oui, parce que moi, j'étais à la première annonce de la ligne bleue, j'étais au secondaire 4 à Joseph-François Perrault. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu le voir, le métro? Fait que je pense que le citoyen... Il y a un sentiment de laisser aller ou de dire, je peux-tu vraiment faire confiance à ce qu'on me dit? Tu sais, actuellement, on présente beaucoup de plans d'aménagement urbain.
Mais le plan oui, on peut avoir une vision d'avenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais aujourd'hui, le citoyen, ce qu'il veut, là, c'est que quand tu viens à Montréal, tu sois fier de cette ville, que ça soit propre, que tu te sentes en sécurité, qu'il y ait des projets, qu'il y ait un vivre ensemble. Puis oui, il faut commencer par la base. Parce que sinon, je ne peux pas vendre aux citoyens les grands projets d'avenir si je ne suis même pas capable de faire la base qui est celle de ramasser les poubelles à toutes les semaines. C'est malheureux, mais on est rendu là. Puis il faut que la ville devienne efficace. Je vais finir là-dessus. Montréal, là, c'est la grande ville, c'est la ville mondiale de l'intelligence artificielle. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui d'avoir une ville du 21e siècle, numérique, qui adresse des enjeux faciles, efficaces sur Internet? Ben, écoutez, vous m'ouvrez la porte grand. On est à Montréal, payé avec son téléphone, son passage dans l'autobus, dans le métro. On n'est pas capable. Ben, c'est ça. Le métro de New York, il est aussi vieux s'il n'est pas plus vieux encore. Puis tu arrives, puis d'un clic sur ton téléphone, tu es capable de passer. À Montréal, tu as du monde qui sont encore en train de compter les sous, puis c'est pas leur faute. C'est parce qu'on est en 2025, puis c'est pas possible. On envoie des autobus, le 747 d'ailleurs, le 747 qui va jusqu'à l'aéroport. Tu as des touristes qui ils viennent pas avec de l'argent canadien dans les poches, là. Ils sont pas capables de payer leurs billets. Ils sont pas capables de payer leurs billets. Moi, je voyage quand même beaucoup, puis je vais en Europe souvent. Oui. J'ai souvent pas 1 euro sur moi. Puis ça ne m'empêche pas de prendre la navette de l'aéroport au centre-ville, etc. Bon, évidemment, là, on va parler du REM aussi. Ça, je sais que c'est pas spécifiquement non, mais quand même. Montréal, je veux dire municipal, mais c'est quand même montréalais. Mais c'est quand même montréalais parce que ça a quand même un impact sur le transport collectif à Montréal. Là, c'est bien évident. Exactement. Moi, je vois très bien un touriste allemand qui est chronométré, qui a prévu son temps de déplacement, puis que le REM, il va s'arrêter, puis pendant 2 heures, il est dans sa navette, puis entre-temps, il y a son avion de Lufthansa qui s'en va. Mais en tout cas, bref, je veux pas aller dans tous les sens, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a quelque chose, il y a un aspect, bien sûr, j'ai envie de dire, écoutez, c'est le mot très à la mode, même dans les MBA, puis les machins, etc., le mot agilité. Montréal manque d'agilité. Mais je te dirais que Montréal manque, oui, d'agilité, mais moi, j'aime beaucoup le mot efficacité. Parce qu'il faut, à la base, être efficace. Puis actuellement, une ville qui est gouvernée à travers 19 arrondissements, une agglomération, une communauté métropolitaine de Montréal. Il y a une gouvernance qui est lourde, puis qui donc fait qu'on manque d'agilité, puis on manque d'efficacité parce que avoir un permis à Montréal pour changer une fenêtre n'est pas la même affaire d'un arrondissement à l'autre. Puis on doit rendre ça simple. Puis ça revient à payer ton billet d'autobus avec ton téléphone. Ça revient à recevoir ton permis 24-48 heures plus tard parce que tu changes une fenêtre par courriel, puis pas avoir prendre 3 ou 4 heures dans ta job pour aller chercher un permis dans un arrondissement. Quand tu ne sais même pas il est où, tu essaies d'appeler, tu ne sais pas à qui parler. Il faut que ça soit simple. Puis actuellement, on est devenu de plus en plus compliqué. La bureaucratie à Montréal, elle ne s'est pas réduite, elle a augmenté. Puis je pense que c'est un travail colossal de ramener ça à une simplicité pour être justement agile. Il ne faut pas que ça soit un Titanic là, qu'on déplace. T'sais. Puis ça, je pense que ça va être une des grandes priorités en tout cas pour moi comme administration, ça va être ça. Moi, il y a des fois là, des affaires que je regarde en passant par Montréal et j'arrive juste pas à comprendre pourquoi. Et tu sais, moi, je traverse. Premièrement, le premier dilemme, c'est est-ce que je traverse la ville ou est-ce que je me tape le trafic sur l'autoroute des Caries pour aller, voir mes parents à Parkex ou quoi que ce soit. Et ça, c'est le premier dilemme. Tu sais, donc, tu regardes 2-3 différentes applications pour voir qui a le meilleur temps. Puis, en tout cas, c'est toute une affaire. Et je passe souvent par le centre-ville, évidemment. L'avenue des Pins, là. À un moment donné, quelqu'un doit m'expliquer comment se fait-il que pendant 5 ou 6 ans, cette rue-là est toujours en construction. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive là-bas, dans ce secteur-là, mais elle est toujours bloquée. Il y a toujours des problèmes. Et c'est pas juste ça. OK, s'il y a un problème, qu'on l'arrange.
Mais s'il y a un problème sur l'avenue des Pins, comment se fait-il qu'on ouvre un autre chantier sur Côte-des-Neiges qui est juste à côté, puis Côte-des-Neiges qui est branché sur une autre voie? Tu sais, il y a des affaires qui se passent partout. Il n'y a pas une personne qui peut s'asseoir et dire, ben si on bloque l'avenue des Pins, peut-être qu'on ne devrait pas bloquer Côte-des-Neiges. Puis si on bloque Côte-des-Neiges, ben, I don't know, Jean Talon, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Tu sais, il semble qu'il n'y a pas un plan. Il semble que les gens font les demandes, ils ont les permis, on ouvre des champs de travail, de construction, puis ça reste juste là. Il n'y a personne qui pense logiquement l'impact qu'un versus l'autre peut savoir. Mais tu vois, dans plusieurs villes, il y a des villes à travers le Canada qui font des projets pilotes justement sur l'intelligence artificielle. De savoir, parce que c'est une question de gérer tout le data que tu as besoin pour avoir cette planification-là. Puis moi, je pense que l'intelligence artificielle pourrait être une façon pour nous à la ville de mieux gérer, mieux planifier nos chantiers de construction. Parce qu'effectivement, c'est vraiment compliqué. Moi, j'habitais à côté de P9, le SRB P9. C'était un enfer. Et on ne savait pas quel bout de rue allait être fermé. À un moment donné, je ne savais même plus jusqu'où aller pour traverser P9 du côté est, du côté ouest. Fait que je comprends tellement ce que tu dis, puis c'est la réalité de beaucoup de Montréalais. Fait que si on veut que la ville soit efficace puis elle soit attractive, mais il faut à un moment donné que les gens savent par où passer, puis qu'il y ait une logique dans le trafic. Là. En même temps, là, on va se le dire, les administrations, lorsqu'elles doivent faire des virages numériques et technologiques, coûte très cher. Non seulement ça coûte très cher, mais bon, on voit un peu ce qui se passe au gouvernement du Québec avec ça. Hein, on ne parlera pas de ça. Clic. Oui, c'est ça clique pas trop. Mais donc, entre autres, c'est pas le seul. Là, puis, donc, c'est pas nécessairement évident, mais c'est sûr que ça coûte cher. Mais alors, justement, ça coûte cher. On va passer peut-être à un autre aspect. Parce que, en fait, dans le fond, c'est les finances de la ville. Parce que, essentiellement, les revenus, c'est des revenus de taxes des citoyens, mais aussi et surtout des commerces. Montréal, j'ai l'impression que la communauté des affaires, c'est plus quoi faire. La communauté des affaires ne s'est pas sentie écoutée depuis longtemps. Puis la communauté d'affaires, c'est des Montréalais aussi, qui ont à cœur leur ville, puis qui veulent contribuer à trouver des solutions qui sont aussi un frein au développement économique. L'itinérance, la propriété, le fait qu'avoir un permis à Montréal, au centre-ville, pour construire quelque chose, c'est comme ça a doublé en termes de temps pour avoir un permis. Puis le permis, il est cher. Fait qu'on n'a pas mis en place des structures qui aident le milieu des affaires à vraiment en construire, puis être des partenaires dans la solution de problèmes sociaux ou d'enjeux sociaux qu'on a. Puis moi, je pense qu'il faut que tout le monde soit autour de la table. Puis il faut avoir ces conversations-là. Puis actuellement, on n'a pas ces conversations-là. Mais alors en passant juste, quand je parle de communauté des affaires, souvent, ça donne l'impression que c'est des gens qui sont dans les hautes tours de Montréal. Non, on parle des petits commerçants. On parle des commerçants, des détaillants. On a des détaillants, des petits commerçants. Des détaillants qui souvent travaillent très, très fort et à la fin de la journée, il leur reste 1% ou 2%. Là. Mais les marges de profit, les commerçants n'ont pratiquement plus. Exactement. Donc les chantiers dont parlait George tantôt, là, ça a été une condamnation à mort pour beaucoup de commerçants à Montréal. On parle souvent de la rue Sainte-Catherine, mais c'est pas vrai, il n'y a pas juste la rue Sainte-Catherine. On parle d'autres. Mais pendant très longtemps, il y il y avait le boulevard Saint-Laurent, Saint-Denis, une partie de Saint-Denis. Donc ça c'est sûr. Mais alors comment lorsqu'on est candidate à la mairie de Montréal, comment est-ce qu'on fait pour rassurer la communauté d'affaires, rassurer les détaillants, rassurer les commerçants? Parce que finalement, tout le dynamisme de la ville repose, surtout d'une métropole comme Montréal, repose sur un dynamisme économique. Mais tu vois, déjà, la sortie qu'on a faite cette semaine sur Sainte-Catherine-Ouest, l'administration veut arriver puis faire des places piétonnes fermées complètement dans 2 tronçons de rue, la rue Sainte-Catherine. Ça, c'est à la hauteur de Concordia, je pense. Concordia, une partie de Concordia. C'est fou. Moi, je suis pas contre l'idée que éventuellement la rue Sainte-Catherine pourrait être comme une Rambla à Barcelone ou des grandes villes ont des espèces de grandes rues piétonnes.
Mais nous, on n'a pas cette culture-là encore. Puis là, le centre-ville, ben, il souffre actuellement. Puis si tu arrives, puis tu sais, c'est comme une rivière. Là. Si tu la coupes, là, l'eau, elle va plus dedans. Là. Fait qu'à un moment donné, tu dois t'assurer que tu es attractif et que tu dis aux gens, venez sur la rue Sainte-Catherine. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est, mais attendez une minute, là. On va se faire une rue qui va être flexible, agile, qui va évoluer dans le temps pour qu'éventuellement, un jour, on arrive à une rue piétonne. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a besoin. Puis il faut garder une voie de circulation. En passant... Mais ça, c'est écouter les commerçants. Oui. C'est eux-mêmes qui le demandent. Mais absolument. Puis en passant, ce que vous venez de dire, moi, j'aime faire les comparaisons. Là. Quand on voyage un peu, on voit ce qui se passe ailleurs. Donc, parfois, ça nous donne des idées. Mais la ville de Londres, en Angleterre, Oxford Street, ben, elle n'est pas toute piétonne. Non. Il y a une partie où les autobus et les taxis peuvent passer. Parfois, c'est des camions de livraison qui peuvent passer. Mais ça n'empêche pas qu'à côté de ça, ben, il y a quand même des trottoirs qui sont assez élargis de manière à ce que les gens puissent circuler en sécurité. C'est toute la vision de... On ne peut pas juste être un aménagement urbain comme administration. Il faut qu'on soit une administration pour tous les citoyens. Camille-Léo du Parc Montréal, c'est la même affaire. Moi, là, je me souviens, à 8 ans, là, j'ai des photos de moi qui montaient. Hey, y a-tu des jeunes? On était jeunes dans notre vie. Combien de fois on a monté en char au Belvédère? Là, une gang de jeunes sur le Belvédère. Tu ne pourras plus faire ça. Ben moi, chaque fois que quelqu'un venait de l'étranger, la première chose que je faisais, c'est que je l'emmenais là. Ben, c'est ça. Mais là, on ne peut pas fermer Camille-Léo à la circulation automobile parce qu'une grand-maman de 80 ans, elle ne prendra pas un vélo sur une côte à 60 degrés. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut penser réel par rapport à l'ensemble des Montréalais puis trouver des solutions qui incluent tout le monde. Puis on n'est pas dans l'exclusion des Montréalais. Puis Camille-Léo, c'est ça. Sainte-Catherine-Ouest, c'est ça. Puis il faut avoir une vision de Montréal qui inclut tout le monde. Mais d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire une affaire, c'est que justement, depuis qu'elle est fermée, il suffit de passer un sondage auprès des Montréalais, combien de fois ils sont passés par là et à quand remonte la dernière fois qu'ils sont passés par là. Parce que sans être nécessairement une personne âgée, moi, je n'y suis plus allé. Mais simplement parce que, regardez, tout le monde n'est pas... quelqu'un qui fait du vélo de montagne. C'est ça. Tout le monde n'est pas une personne, de randonnée, même si c'est urbain, etc. Puis, moi, honnêtement, si je veux faire une randonnée, je vais la faire ailleurs. Je la fais pas nécessairement à Montréal. Il ne faut pas oublier que Montréal est une ville vieillissante. Notre démographie au Québec est vieillissante. Fait qu'il faut penser notre ville aussi pour une communauté qui vieillit, qui, comme tu dis, fera pas du vélo. Puis, on n'est pas anti-vélo, là. Pas du tout. Puis les gens, ils veulent me camper comme un peu anti-vélo. Je suis pas anti-vélo, je fais du vélo toute ma vie. Ça n'a rien à voir. Il faut avoir des zones piétonnes, des zones de vélo, des zones de char. Puis il faut que tout le monde cohabite dans un espace urbain qui appartient à tout le monde. Là, vous amenez un sujet qui, tu sais, l'année passée... Tu veux un vélo, toi tu veux des quoi? Tu veux un truc cyclable, là, jusqu'à chez tes parents. C'est ça. Non, mais... Sur des carrés. Mes parents, ils habitent toujours à Parc Extension. Ouais. Puis les 2 dernières années, puis là, je vais donner un petit coup de pouce à mon amie Marie Desrosses, il y a eu une décision d'enlever complètement des places de stationnement dans ParkX, là. Je ne sais pas si tu es déjà passé dans ParkX, Salim. C'est la partie la plus densifiée à Montréal. C'est fou. Puis c'est pas juste ça. Je veux juste faire du pouce sur ce que tu disais, que la population est vieillissante. ParkX, là, c'est mon quartier, là, je le connais. Tu sais, la petite madame, là, qui a son stationnement en avant de la rue parce que la seule chose qu'elle peut peut-être faire, c'est descendre les marches puis se rendre à la voiture. Quand tu lui dis que, bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir stationner à 3 blocs à l'est, puis good luck de marcher pour revenir chez toi parce qu'on a besoin de la place pour les vélos. Écoute, ça n'a pas beaucoup été accepté dans ParkX, là. Puis je sais pas comment ils ont fait pour passer ça, mais en tout cas, c'est passé. Il y a un mécontentement que je ne comprends pas. Ça n'a juste pas de sens. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision de Montréal où quand tu vas installer une piste cyclable, tu veux un bon projet de piste cyclable. Et un bon projet, c'est aussi de l'acceptabilité sociale de où elle va s'installer. Puis si tu as
Tu sais, je pense à la rue Terrebonne sur Côte-des-Neiges-NDJ, la même affaire. Je pense à une piste cyclable qui passe devant une sortie d'ambulance d'un hôpital. Il faut avoir une vision de la ville où tu dis, ben comment on cohabite dans l'espace urbain. Puis dans certaines places, ils ont maintenu des stationnements. Il faut trouver des solutions pour justement une personne âgée qui, à un moment donné, moi, mon frère est handicapé. Moi, là, avoir habité dans la rue de Kerb ou... bon, ben moi, j'aurais pas pu avoir une vignette pour un stationnement adapté, là. Fait que je fais quoi avec ma personne âgée qui a un stationnement adapté? Et puis surtout dans des places comme Parc Extension ou même dans Saint-Michel, ils ont fait ça sur la rue la 14e ou la 15e, je pense. Tu n'as plus de place adaptée. Fait qu'il faut prendre en considération que les pistes cyclables, ça prend des bons projets de pistes cyclables. Puis il en faut des bons projets. Parce que Montréal ne peut pas ne pas avoir des pistes cyclables comme toutes les grandes villes dans le monde. Mais il faut que les projets soient bien faits, bien consultés, puis bien intégrés dans l'espace urbain. Là. Mais quand on parle de projet, et c'est là où je te disais avant, y a-tu quelqu'un qui est en train d'analyser si ça a du sens? Parce que pour revenir à l'exemple en particulier là, dans les pistes cyclables dans Parc Extension, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais comme toute la rue Curbs, là, de Beaumont jusqu'à Crémazie, ont enlevé tout un côté de la rue, c'est juste une piste cyclable. Ils ont voulu faire ça sur la rue de l'Épée aussi. Puis là, je le connais parce que mes parents sont sur de l'Épée. Puis le projet a arrêté parce que finalement, ils ont pensé, on peut pas faire traverser la piste cyclable sur la rue de l'Épée, traverser Jean Talon, parce que c'est tellement... Il y a tellement de circulation, puis on peut pas mettre un feu de circulation pour les bicyclettes parce qu'il y en a un sur Bloomfield, il y en a un sur Curbs, on peut pas mettre un troisième au milieu, donc ça a arrêté là. Donc, il n'y a pas eu d'extension de la piste cyclable sur la rue de l'Épée. Puis là, t'écoutes ça, puis t'as dit, écoute, ça fait des mois que les citoyens de Parc Extension étaient furieux, comme tu peux pas imaginer. Puis quand on arrive à la conclusion, on pense que il y a personne qui a même analysé ce projet-là. Comment tu peux arriver à ce point-là et dire oups, on peut pas le faire parce que là il y a le boulevard Jean Talon puis on peut pas le traverser. Il y a personne qui a pensé à ça avant. Mais il pense puis même regarde comme Linwood, il y a eu une consultation publique, ça a été la plus grande consultation publique que l'Office de la consultation de Montréal a faite. L'article numéro 1 de leur recommandation, garder une voie de circulation, sécuriser une voie de piétonne et cyclable. Ils font pareil. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut juste se ramener à la base et dire, on peut-tu juste écouter les citoyens puis s'assurer que oui, on fait des aménagements qui sont importants pour une ville du 21e siècle puis mondiale, mais il ne faut pas le faire au détriment de certaines populations. Et je suis sûr, désolé Salim, je suis sûr que les gens, ils sont pas contre les pistes cyclables. Mais quand tu viens mettre une piste cyclable sur Jean Talon, Henri Bourassa, mais qu'est-ce que tu fais? C'est des grands artères. Justement. Alors, parlons de gens qui sont effectivement pas des des anti-pistes cyclables et des anti-vélos. D'ailleurs, c'est parce que les gens qui nous entendraient maintenant, ils auraient peut-être un peu cette impression-là. La réalité, c'est que non, moi, je peux vous dire que j'ai choisi l'endroit où on va habiter en fonction de là où il y a des pistes cyclables parce que mes enfants t'as des enfants qui veulent prendre une piste sécuritaire. Exactement. Puis je les encourage à ça. Donc moi je veux ça. Donc l'objectif c'est pas de donner l'impression que je suis contre ça, loin de là. Puis surtout dans notre société qui est de plus en plus polarisée sur les questions politiques, à chaque fois on veut mettre les gens les uns contre les autres. Là, ceux qui sont pour les pistes cyclables, ceux qui sont contre les pistes cyclables. Est-ce qu'on peut juste penser intelligemment? C'est un peu ce qu'on cherche. Mais là, ce qui n'aide pas cette question de piste cyclable, c'est lorsque on voit, George en parlait tantôt, là, parfois sur les newsfeeds des réseaux sociaux, il y a des citoyens qui prennent des vidéos, on voit ça, des cols bleus qui sont en train de déneiger une piste cyclable pendant que la chaussée, elle, est pleine de neige. Ça glisse partout. C'est-à-dire la personne âgée ne peut pas marcher sur le trottoir. Mais ça, je vais quand même... Puis moi, je suis correcte. Je ne vais pas être partisane là-dessus, mais on ne peut pas comparer, mettons, l'équivalent de 800, je ne sais pas combien de kilomètres de trottoir à déneiger versus une quarantaine de kilomètres de piste cyclable. Je comprends. Mais en politique, c'est toujours une question de perception, tu le sais.
ce que les gens perçoivent, ça devient la réalité, même si après, tu essaies de l'expliquer. Ben, c'est sûr qu'actuellement, si on pouvait déneiger les trottoirs plus rapidement, ben, on aurait un équilibre dans cette perception, mais on est un peu là-dedans. Oui, mais en fait, je ne veux pas défendre l'administration là-dessus, mais je comprends le défi. Non, mais de toute façon, ça ne peut jamais être parfait. Non, puis, mais je comprends. Puis justement, je ne veux pas sombrer ni dans la caricature, ni dans l'excès. Mais là, en l'occurrence, cette vidéo-là, en tout cas celle que j'ai en tête, elle était en train de montrer littéralement des trottoirs enneigés pendant que des cols bleus étaient en train de déneiger la piste cyclable. Donc, la personne qui a pris la photo a dit « OK, moi, j'ai pas de problème que vous déneigiez la piste cyclable. » On fait quoi avec nos trottoirs? Mais on peut-tu commencer par le trottoir parce que c'était plus important pour la dame, la personne âgée là, qui doit... C'était plus important que la piste cyclable. Puis on va se le dire, là. T'sais, on peut bien... Regarde, il peut y avoir des cyclistes jusqu'à demain matin qui vont nous écrire, etc., qui vont nous dire « Mais non, moi, je fais du vélo 12 mois par année. Je m'excuse. » Il y en a forcément moins pendant l'hiver. On ne me fera pas croire qu'il y a autant de cyclistes à Montréal au mois de août qu'au mois de février. Là, c'est pas vrai. Là. Donc, c'est sûr. Mais moi, je trouve ça dommage qu'on ait polarisé à Montréal la conversation autour des pistes cyclables, des automobilistes. Puis Montréal est beaucoup plus que juste des pistes cyclables. Ouais. Puis l'enjeu de Montréal, c'est l'attractivité de la ville pour que les gens restent à Montréal. C'est la capacité d'acheter une propriété à Montréal. C'est la capacité de se trouver un logement. C'est la capacité aux entrepreneurs de développer leur ville. C'est de vivre les festivals puis la culture, le pérenniser. Il ne faut pas perdre nos festivals dans un contexte financier difficile. Fait qu'il y a tellement d'autres choses qu'il faut faire. Puis moi, je trouve que le débat peut pas juste être sur les pistes cyclables. Il faut qu'il soit sur tellement autre chose parce que Montréal, c'est bien plus que les pistes cyclables. Alors, très bien. Justement, excuse-moi, je t'interromps là-dessus. Justement, parce que vous mettez des mots-clés et je vais aller chercher les mots-clés. J'aime ça. Vous avez parlé de logement. Oui. Bon. On est dans une crise assez importante. Vous en savez quelque chose, vous avez été secrétaire parlementaire au logement. Hein, donc, vous connaissez bien ça. Le logement, là, c'est extrêmement difficile à Montréal, encore plus qu'ailleurs. Parce que vous parliez des permis tantôt pour changer le cadre d'une porte ou d'une fenêtre, là. Mais des permis de construction... C'est super difficile, par exemple. C'est long. Puis d'ailleurs, ça a donné l'opportunité à M. Poilièvre de dire de la mairesse de Montréal, mais aussi du maire de Québec, on va se le dire, qu'ils étaient des incompétents. Bon, lui, il n'a pas compris non plus que l'argent fédéral allait pas... Passe par Québec. Passe par Québec. Et parlons-en, justement. L'argent fédéral qui passe par Québec. On va pas rentrer dans les affaires provinciales de pourquoi, du comment, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Mais un de vos prédécesseurs, je sais pas si je suis en train de dire que vous allez devenir mairesse, là. Mais j'allais dire un de vos... Mais en tout cas... J'y compte bien, en tout cas. Mais un de vos prédécesseurs, à tout le moins, à la tête d'Ensemble Montréal, Denis Coderre, avait dit que lui, il allait se battre pour que le chapitre M30, la loi sur le conseil exécutif, qui justement force le fédéral à transférer de l'argent à la province avant de retourner vers les municipalités. Que ça soit changé. Exact. Parce qu'ils considèrent que les municipalités ne le reçoivent pas. Il y a des programmes fédéraux très généreux d'ailleurs, parfois de gouvernement, votre gouvernement. Quand vous étiez au gouvernement fédéral, notamment, que les villes n'ont pas été en mesure de récupérer. Oui. Moi, je pense qu'il faut le voir autrement. Mais attendez, j'ai une question avant. Vas-y. Ma question, c'est, est-ce que, un peu comme Denis Coderre, vous pensez qu'une ville qui a un statut de métropole pourrait être exemptée de ça parce qu'une ville qui est une métropole, c'est pas comme une plus petite ville, en tout respect aux plus petites villes, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vis dans une petite ville, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'une ville comme Montréal devrait être en mesure de parler directement au fédéral, avoir cet argent-là en logement, en infrastructure, parce que les infrastructures permettent aussi des projets de logement, etc. Moi, je prendrais ça autrement. Je pense que Québec a donné quand même beaucoup de pouvoir à Montréal. Puis Québec vient de passer une loi pour justement
passer par-dessus certaines réglementations pour accélérer justement la réalisation de projets. Fait qu'on a quand même beaucoup de pouvoir à Montréal comme une métropole depuis plusieurs années. Est-ce qu'on utilise tous les pouvoirs qu'on a? Je pense que non. Donc, c'est une autre... Fait qu'il y a un travail à faire en termes de nous, la ville, qui est en notre pouvoir, puis qu'on a les pouvoirs de faire, parce que déjà, Québec nous en a donné plusieurs, puis on n'utilise pas complètement. Ça, c'est une chose. Je pense que de se dire, qu'est-ce que moi, comme ville, je peux faire pour aider à résoudre le problème de la crise du logement. Puis par rapport à Québec puis au fédéral, moi, je pense qu'il faut travailler sur des... J'aime pas le mot pacte fiscal parce que pour le citoyen, c'est difficile à comprendre. Mais moi, je pense qu'il faut s'asseoir à une table et dire, OK, c'est ça les projets qui s'en viennent. Comment on les priorise? Comment on s'assure qu'ensemble, on met tous nos efforts pour prioriser des choses qui vont vraiment changer le cours des choses pour Montréal? Mais il y a plein d'exemples. Tu sais, l'hôpital dans l'Est, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est sûr que c'est important de l'avoir priorisé. Mais si avoir été assis ensemble à une table puis dire, l'Est de Montréal, là, voici les 3-4 affaires qu'il faut faire ensemble pour que ça change dans l'Est, je pense que c'est ça la conversation qu'on n'a pas. Fait qu'on est toujours en train de quémander ou d'être en porte-à-faux avec Québec, plutôt que de dire, OK, on peut-tu juste s'asseoir puis se faire un vrai échéancier puis des priorités? Mais prioriser, ça veut dire qu'on renonce. Puis quand on renonce, bien, ça crée d'autres, tu sais, je te dirais... Déséquilibre. Oui, c'est ça. Puis, mais en même temps, on n'a pas le choix parce que les finances vont être difficiles. Et pour l'émission des permis par la ville, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour accélérer ça? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne comprends pas que Ville-Marie, qui est le centre-ville de Montréal, a eu une baisse monumentale de mise en chantier. On est passé de 6 000 à 1 500 mises en chantier en 3 ans à Montréal. Pendant que ça a augmenté à Toronto et à Vancouver. Longueuil. À Longueuil. Laval. Tu sais, je disais, ça a fait... Tu sais, le graphique est à l'envers complètement. Là. On est dans des croix croisées, là. Moi, puis les permis ont doublé en termes de temps. Fait, je comprends pas. On a moins de chantiers, mais ça a doublé le temps de permis. Moi, je comprends pas. T'imagines, George, que là, on peut même plus comparer Montréal à Toronto et à Vancouver. Il faut qu'on compare. Pour les Montréalais, là, il y a une question de fierté, là, de dire, OK, guys, il faut qu'on se reprenne. Et ça, je dis ça alors que je vis dans l'agglomération de Longueuil, donc c'est pas... Non, mais là, tu sais, il y a une réalité qu'il faut quand même accepter. Les gens... ils préfèrent être dans leur bulle, tu comprends? Je ne sais pas si c'est COVID qui a tout changé, qui a donné cette perception qu'on peut faire le travail qu'on faisait sans avoir à se déplacer au centre-ville ou ailleurs. Puis, tu sais, les gens veulent rester proches de chez eux. On voit un peu les, tu sais, comme Brossard, toutes les petites villes qui commencent à se développer. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu n'as vraiment pas besoin de rentrer en ville. Puis ça a un impact majeur dans les grandes métropoles. Donc, comment tu fais pour dire à Salim Idrissi que, regarde, viens à Montréal quand tu sais que, qu'est-ce que tu m'offres? Parce que j'ai tout ce que je veux, je paie moins de loyer, c'est plus facile, j'ai pas besoin d'aller au bureau. Tu sais, donc, c'est une nouvelle réalité, je pense, dans laquelle on rentre, que ça a changé. La COVID a changé notre perception au travail, puis a changé notre perception au temps. Parce durant la COVID, on était tous chez nous. Ouais. Fait qu'on a retrouvé le temps. Plus de temps en famille, plus de temps parce qu'on était tous à la maison, on est tous confinés. Oublie le temps de famille, juste le temps que ça te prend pour aller au centre-ville le matin puis revenir. Mais on a comme reconnecté avec le temps. Parce qu'avant, tout le monde était pressé. Puis, tu sais, on était comme... Puis ça, la COVID a fait ça. Mais la COVID a forcé aussi, moi je dis au fédéral, ça a forcé l'immigration, entre autres, à restructurer toute l'immigration pour qu'on soit numérique. On ne l'était pas, là. Une grande partie de l'immigration n'était pas numérique parce qu'on n'avait pas le choix. Mais aujourd'hui, là, la COVID a fait ça. Aujourd'hui, tout le temps que je perds dans le trafic, pour nous, maintenant, c'est une perte de temps. C'est ça. Ouais. Alors, tout devient comme, il faut que tu me rendes ça simple. Fait qu'il faut que ça soit simple. Et si c'est pas simple, ça m'intéresse pas. Ça a été calculé, ça, en milliards de dollars. Là, je pense que les temps là, de trafic à Montréal, là, c'était en milliards de... Je me souviens plus du chiffre. C'est toute une question de productivité. Puis on n'aime pas les mots productivité parce qu'on sent qu'on est un peu... mais la productivité, c'est aussi du temps en famille, c'est du temps que tu fais d'autres choses que juste travailler. La productivité, c'est pas juste une question d'argent. Mais la productivité, c'est pas nécessairement avoir moins de temps en famille. La productivité, c'est d'être... vous parlez d'efficacité
souhaité justement tantôt, c'est d'en faire le plus dans les temps impartis. Puis là, en l'occurrence... Puis ça coûte moins cher. Il faut que ça coûte moins cher. Parce que les taxes coûtent cher à Montréal. Mais il ne faut pas avoir peur du mot productivité parce que honnêtement, au Québec, là, on devrait mettre le pied à terre là-dessus. Là. Oui, mais moi, je pousse beaucoup sur la question de productivité. Comme moi, j'ai été ministre du développement économique du Canada pour les régions du Québec. On parlait beaucoup de productivité, on parle beaucoup d'automatisation, des mots qui sont très économiques. Mais moi, savant puis économique, mais moi, je veux ramener ça à l'idée qu'il faut être productif parce qu'on veut aussi maintenir notre qualité de vie. C'est pas juste une productivité d'argent, c'est une productivité d'avoir la qualité de vie qui vient avec. Mais d'abord, comment qu'on fait pour rehausser un peu le statut de... Je pense beaucoup au centre-ville, parce que quand tu vas au centre-ville, c'est comme un ghost town. Il n'y a plus rien. Je sais pas. C'est comme, on a le sentiment qu'il n'y a plus rien qui se passe au centre-ville. Il faut ramener un peu de la vie là, dans la ville. Oui. Comment qu'on fait? Tu sais, quand on pense de développement économique, quand on pense à ces petits commerçants qui, certainement, ont vu leur chiffre baisser, qu'est-ce qu'on fait pour amener les gens pour que la ville redevienne un peu ce qu'elle était? Bien, de un, moi, j'ai été très surprise de voir les chiffres qui sont bien inquiétants. Là. Tu sais, un commerçant sur 4 est fermé. C'est 25 % de taux d'inoccupation. Dans le centre-ville, c'est immense. Là. Ça veut dire aussi des revenus en moins pour la ville. C'est ça. Fait que donc, c'est un cercle vicieux qui est très dangereux pour Montréal. Il y a une baisse démographique à Montréal qui fait que le poids de Montréal politique est en diminution sur la Rive-Sud, la Rive-Nord. Tu sais, éventuellement, la Rive-Nord pourrait dire, écoutez, le centre démographique de la grande région métropolitaine de Montréal, c'est Laval, parce que leur taux de démographie est en hausse. Fait qu'il y a vraiment un réel... Il faut ramener du monde au centre-ville. Il faut que les gens viennent vivre au centre-ville. Il y a beaucoup de bureaux qui sont inoccupés. Moi, je pense qu'il faut revoir comment on peut justement les occuper différemment. Est-ce que c'est autant commercial, résidentiel ou... Puis il faut que le centre-ville vive. Et pour qu'il vive, mais c'est aussi la culture, nos événements. Il faut les préserver, il faut les augmenter. Il faut ramener des touristes au centre-ville. Puis il ne faut surtout pas fermer la rue Sainte-Catherine-Ouest pour que le monde arrête d'y aller. Ouais. Ensuite, il y a un bout... Il faut le dire, évidemment, il faut aider les commerçants, les détaillants, mais il faut aussi que les commerçants et les détaillants s'aident eux-mêmes, parce qu'il y a aussi une réalité qui n'est pas la responsabilité de la ville. C'est-à-dire, quand aujourd'hui, du monde se fait livrer à sa porte par Amazon ou autre des produits. Donc, c'est aussi du monde qui vont de moins en moins en magasin. Donc, il y a moins d'achalandage. Forcément, ça a un coût, surtout que ces bannières-là, elles payent très cher leur loyer. Hein, quand on est sur Sainte-Catherine, quand même, ça coûte cher. Et forcément, ceux qui considèrent que ça leur rapporte pas assez, décident de fermer. Alors, il y a un taux d'inoccupation plus élevé, ce qui fait aussi en sorte, excusez, je fais un peu de pédagogie aussi pour les gens qui nous écoutent, mais ça fait en sorte aussi que le prix de l'immeuble ou quoi que ce soit là est moindre et les taxes municipales, enfin les taxes foncières vont être plus basses. Exact. Et donc c'est des revenus en moins pour la ville qui les réinvestit moins en services. Donc c'est pour ça que quand on commande en ligne pour que ça vienne chez nous et pas aller en magasin, ou alors tu vas en magasin simplement pour essayer si c'est la bonne pointure de ta chaussure, ça, d'une certaine manière, on cause aussi nos propres centre-ville, problèmes. Il faut s'assurer que si on réaménage Sainte-Catherine-Ouest, là, que tu sois capable de faire des terrasses. Un exemple. Il faut ramener des restaurateurs sur le centre-ville. Parce que quand tu voyages dans une grande ville, tu le sais, quand tu voyages, tu disais tout à l'heure, tu voyageais, qu'est-ce que tu fais? Tu dors à quelque part, tu manges, puis tu vis une expérience. Mais ça, il faut avoir cette pensée-là quand on pense au centre-ville de Montréal. Ce que tu parles au niveau des commerçants, tu as raison. Puis ça amène l'autre question qui est toute sur les lèvres. Qu'est-ce qui va se passer avec les tarifs? Mais ça shake la cage, là, parce que là, il va falloir qu'on non seulement on pense à acheter local, mais qu'on pense à notre souveraineté numérique, qui est aussi la souveraineté numérique de justement l'achat aux commerçants. Comment on va soutenir un approvisionnement d'achat local numérique souverain québécois. Puis ça, on n'a pas ça. Tu sais, les Amazones de ce monde, on n'a pas ça au Québec. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Fait que là, je pense qu'avec ce qui se passe au Sud, ça va nous forcer à
revoir comment notre économie locale va être soutenue pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle. Puis moi, je pense qu'une ville a un rôle à jouer. Surtout une ville comme Montréal, qui est 50% du PIB du Québec, là. Tu sais, Montréal, c'est le cœur et le poumon économique du Québec. Les tarifs qui s'en viennent vont avoir un gros impact à Montréal. Fait que quand on passe comment aider une économie, il faut penser à comment on préserve nos emplois, comment on suscite les commerçants d'être mieux soutenus dans un centre-ville, puis comment on soutient les citoyens et les acheteurs pour qu'ils achètent local. Fait que c'est vraiment je pense que les municipalités doivent aussi contribuer à cette conversation-là avec les autres paliers de gouvernement. Puis moi, en tout cas, j'ai hâte de faire ça. Fait qu'on va bien voir ce qui va arriver le 2 novembre. Mais... Est-ce qu'on peut parler un peu d'itinérance? Parce que c'est souvent un thème qui est laissé de côté face à tous les autres enjeux là, qui existent, évidemment. Et qui est lié à la crise du logement, pas ça? Absolument. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, à un moment donné, un plan réel pour... peut-être pas résoudre le problème, tu sais, on peut jamais être parfait, mais j'ai l'impression que la ville de Montréal est devenue vraiment... tu sais, le problème s'est empiré beaucoup. Oui, mais c'est sûr que le problème s'est empiré, puis comme toutes les villes dans le monde, l'itinérance est devenue plus importante. Avec la COVID, on s'entend, là, il ne faut pas minimiser que les problèmes de santé mentale, les problèmes de toxicomanie, tu sais, le problème d'itinérance, c'est pas juste que tu n'as pas un toit, c'est que tu as aussi des enjeux personnel, de santé, consommation. Il y a d'autres choses qui est autour de l'itinérance qui est pas... Donc, c'est compliqué de régler un problème de santé mentale et de dépendance, surtout quand on a un problème puis on a un enjeu super grave d'opioïdes puis de drogues toxiques qui tuent des gens. Moi, je suis députée de Hochelaga sortante, donc, tu sais, je connais bien l'enjeu. J'ai des organismes chez nous qui... Moi, ce que je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis, avoir un plan réel qui n'est pas juste des haltes chaleur puis des refuges. La question de l'itinérance, c'est une question de si je te sors du métro puis je te mets dans la rue, ça marche pas. Mm-hmm. Fait que si je te sors du métro puis que j'ai un plan de transition où tu es accompagné, là, ça va peut-être résoudre à long terme. Ouais. Mais on n'a pas... Il y a des nœuds de la chaîne qui fonctionnent pas. Mais c'est une structure qui peut pas être unique pour la ville de Montréal. Ça, on parle de paliers de gouvernement qui doivent rentrer et être un peu... oui, mais Montréal, l'itinérance au Québec n'est plus juste à Montréal. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait qu'il faut s'assurer, quand Lionel Carman dit, moi, là, je vais trouver une solution aux 5000 itinérants. À Montréal, on a plus que ça. T'sais, on a quand même une situation très problématique. Mais je pense qu'il faut avoir une réelle conversation sur les campements, une réelle conversation sur... La Ville de Montréal travaille sur actuellement des sites de maisons de transition. Oui, mais il en faut plus. Mais il faut aussi un soutien de santé mentale et santé qui, elle, relève de Québec. Fait qu'il faut que tout ça, ça soit attaché. Moi, ce que je déplore, c'est que la Ville ne s'est pas assise dans un leadership vraiment où elle a pu mener cette conversation dans une table de travail avec des réels avancement, puis des échéanciers, puis des projets que les gens peuvent se dire, OK, c'est ça qu'elle fait. Je sors les itinérants du métro, OK, qu'est-ce qui arrive après? Et ces bouts-là, ils ne marchent pas, là. Ouais. Mais moi, je suis tellement... Enfin, je vous entendais échanger là-dessus. Je suis tellement d'accord parce que à un moment donné, j'ai écouté les médias puis qui disaient que, je ne sais plus si c'était le complexe des Jardins ou je ne sais pas trop quoi, là, ils avaient mis une Baby Shark. Oh, le Baby Shark, ouais. Mais ça, c'était... Ça, c'est... Il faut avoir la dignité humaine. Il faut respecter la dignité humaine. Mais parce que c'est-à-dire, oui, alors au-delà de l'idée que, oui, c'était peut-être un peu particulier comme façon de s'y prendre, tu sais, dans le fond, c'est que si tu les sors des cages d'escalier pour les mettre dans le froid à l'extérieur, tu n'as pas réglé le problème. C'est ça. T'sais, si tu mets en place une politique contre le flânage dans le métro, mais que tu les pousses à aller dehors, tu ne règles pas le problème. Exact. Ça c'est certain. Il faut avoir des sites où l'accompagnement va recevoir une acceptabilité sociale. Tu ne vas pas mettre un centre de refuge de transition à côté d'une garderie. On comprend. Fait qu'il faut quand même comprendre que cette cohésion sociale est importante. Puis en même temps, les citoyens, c'est sûr que les gens ne sont pas dans ma cour. Mais la réalité, c'est que l'itinérance, maintenant, elle est dans tous les quartiers de Montréal. Puis il va falloir trouver des solutions dans chacun des quartiers
puis s'assurer que quand quelqu'un sort du métro, bien, qu'il y a une navette qui le prend, puis qu'il l'aide, puis qu'il va le mettre à quelque part où il va être accompagné, là où il est dans son besoin à lui, pas où ce que nous, la société, on veut qu'il soit. Ouais. C'est ça la différence. Parlons à... Vas-y. Parce que je voulais vraiment vous emmener, parce que je sais il nous restera plus beaucoup de temps, là, mais je veux quand même vous emmener sur un terrain, puis j'espère que c'est plus ou moins le même, George. Montréal, bon, c'est la métropole. Souvent, on dit qu'elle est très influente parce que c'est la métropole. Forcément, c'est le poumon économique du Québec ou le centre économique du Québec. Bon, il y a eu beaucoup de discussions un petit peu sur le poids politique de Montréal au niveau, par exemple, même de sa représentation à l'Assemblée nationale, etc. Je ne veux pas aller trop là-dedans parce que ce n'est pas un sujet qui est nécessairement municipal. Mais lorsqu'on est maire ou mairesse de Montréal, c'est plus que gérer une ville. C'est représenter une ville et être la voix de cette influence-là. Est-ce que vous, par exemple, mairesse de Montréal, vous comptez ou vous souhaitez ou envisagez de aussi vous prononcer sur des sujets qui ne sont peut-être pas de nature municipale, mais qui impactent Montréal parce que c'est la vie de Montréal. Donc, regardez, à Montréal, il y a quand même une communauté anglophone historique au Québec qui ne se sent pas nécessairement écoutée. Récemment, je rencontrais un ami à moi, anglophone, qui parle très bien le français. En fait, on ne fait même pas la différence quand il parle français. Et qui m'a dit, Salim, j'ai jamais été un angry phone, mais aujourd'hui, je suis un angry phone. Et parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Au municipal, beaucoup, souvent, mais aussi au niveau provincial. Fédéral, ça va, ils se plaignent moins. Bref, donc, que ce soit sur des questions de loi 96, loi 21, parce que on va s'entendre, la loi 21, là, ça ne pose pas de problème quand tu es à Gaspé. Là, c'est à Montréal que ça pose problème. Hein, donc, et je parle de ça, mais il y en a d'autres. Là, ça ne me vient pas à l'esprit, mais je ne veux pas non plus... c'est-à-dire venir dire, bon, il y a une réalité d'un tissu social montréalais qui n'est pas nécessairement uniforme et qu'il faut prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'on veut séparer Montréal du Québec. On en a déjà assez avec ceux qui veulent séparer le Québec du Canada. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Oui. Puis probablement pas assez de temps pour les adresser. Il faut que vous êtes obligé de me réinviter. Mais, quand vous serez mairesse. Oui, ça va me faire plaisir. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire attention. Montréal, la dualité linguistique a toujours été un enjeu au Québec. Tu le sais, vous avez été en politique. Montréal, c'est une ville francophone. Et c'est dans sa charte. Absolument. Et c'est un attrait... c'est la plus grande ville francophone en Amérique du Nord. Et donc, un attrait important qui est spécifique à Montréal, qui devient aussi un enjeu d'attractivité puis et d'identité. Puis il faut le dire, puis c'est important. Ben oui. Mais il y a une communauté, et il y a une communauté anglophone, j'aime pas dire le mais, et il y a une communauté anglophone importante qui a construit Montréal, qui a fait partie de son histoire. Elle a été construite avec ces deux communautés francophones et anglophones. Puis elle aussi, elle doit se sentir représentée. Et je pense que comme mairesse, il faut reconnaître ça. La partie de la loi 96, il faut faire attention. Comme tu dis, c'est un enjeu provincial. Je ne siégerai pas à l'Assemblée nationale pour débattre de la question de la loi 93. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est où ce qu'il faut faire attention, c'est que nos universités sont tellement importantes pour Montréal. Elles font aussi partie du tissu social, économique de Montréal. Et l'enjeu que je vois sur la question 96, c'est l'enjeu économique d'attrait de talent qu'on veut avoir à Montréal. Fait qu'il faut juste trouver cet équilibre. Puis moi, je pense qu'il faut le dire parce que ça fait aussi partie de Montréal. Donc, ça veut dire, oui, vous allez prendre position? Dans certains enjeux, je pense que si ça bénéficie Montréal, il faut le faire, mais il faut le faire de façon respectueuse, puis il faut le faire de façon constructive. C'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, pour la question de la loi 21, c'est bien évident qu'il faut reconnaître que Montréal, toute institution, je pense qu'il mérite d'être laïque parce qu'on est là pour l'ensemble des citoyens, puis il faut respecter cette laïcité qui fait de nous aussi un vivre ensemble. Mais la loi 21, c'est pas la laïcité. Tu as raison.
tu as raison. Mais la loi, si on voit, par exemple, ce qui s'est passé à Montréal sur la question de la bibliothèque, tu sais, avec la femme qui était représentée sur le hijab, tu sais, il faut quand même reconnaître que nos institutions... Mais alors, ça, c'est intéressant parce que, alors, nos institutions doivent être laïques. Puis moi, je veux même vous dire, je vais aller même plus loin. Je suis tellement pour la laïcité que moi, je voudrais la renforcer beaucoup plus qu'elle ne le soit. Beaucoup. Moi, par contre, il y a une chose qui me, excusez-moi l'expression, qui me pue au nez, ça se rappelle la discrimination et quand on a envie d'invisibiliser les gens. Alors, dans toutes les sphères. Donc, pour moi, que Montréal soit laïque, que la ville de Montréal soit laïque, que les fonctionnaires de la ville de Montréal soient laïques, comme pour les écoles et ailleurs, à 100%, 1000 milliards de pourcents. Mais il y a une question importante, là, c'est que là, on parle de la photo de quelqu'un. Bon, quand c'est un enfant, j'ai un peu plus de misère. Mais admettons une adulte qui porte effectivement son foulard ou un monsieur qui porte sa kippa ou même si on voyait une croix quelque part. Là, on n'est plus dans l'institution. Là, on est en train d'essayer d'invisibiliser les gens comme si à Montréal, dans le fond, ces gens-là n'existaient pas. Et que là, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça, mais c'est personnel. Hein, non, mais c'est ça, mais il faut toujours faire attention, puis tu as raison. Tu sais, moi, je suis une hispanophone. Tu sais, moi, je me promenais dans les rues d'Hochelaga quand je faisais campagne, puis on m'appelait Pocahontas. Puis, je veux dire, le profilage, puis la discrimination, ça existe à Montréal, ça a toujours été, puis il faut le combattre. Puis tu as raison que l'invisibilité, puis c'est là que la ligne est difficile à atteindre, de dire, ben, comment tu t'assures de cette laïcité pour que nos institutions soient laïques, puis en même temps que tu reconnaisses que du profilage puis de la discrimination, puis la communauté musulmane très identifiée par ce signe religieux, puis qu'il y a aussi, d'un autre côté, dans les communautés entre autres juives, une montée de l'antisémitisme qui est très important, puis dangereux à Montréal. Fait qu'il faut qu'on revienne à un vivre ensemble où les conflits mondiaux ne viennent pas ici, puis où les gens se sentent libres d'exercer leur propre religion en sécurité, en respect de qui ils sont, parce que c'est ça Montréal. Vous avez tout à fait raison, puis vraiment je m'arrête là, je vais laisser George conclure. Vous avez tout à fait raison, mais juste à faire les conflits mondiaux et la loi 21, non, vraiment, totalement. Ça, il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame. Je suis totalement d'accord avec toi. Exactement. Juste une petite dernière, avant qu'on quitte, je sais que tu es très occupé, je veux juste parler un peu plus de hands-on, là, des affaires tangibles. On a beaucoup parlé d'idées, mais là, tu te prépares pour une élection. Tu as pris la tête d'un parti qui, financièrement... non, faut pas... Y a-tu quelqu'un... Toi, as-tu une carte de crédit? Oui. OK. Es-tu pas mal pleine, ta carte de crédit? La plupart du temps, les gens... As-tu une hypothèque? Oui. OK. Donc, ta maison, ça t'appartient pas. Tu as une hypothèque. Oui, OK. OK. Donc, une dette... Ça existe. On a tous des dettes. Est-ce que ça t'empêche de vivre? Est-ce que ça t'empêche d'avoir des projets, d'avoir des idées? Non. La dette bancaire du parti, elle est réduite à peu près à 93 000 $ depuis que je suis arrivée. Okay. Moi, elle ne m'inquiète pas, la dette bancaire. La dette bancaire est à 93 000 puis on va être super en forme pour faire une campagne. Fait que je ne suis pas inquiète de ça. Donc, c'est juste de ce point de vue-là, parce qu'on sait qu'au point municipal, le financement, on ne peut pas le comparer au fédéral, comme tu vois, ou même au provincial. Donc, juste en termes de préparation électorale. Mais nous, tu vois, au niveau du parti, le parti a ramassé beaucoup d'argent l'année passée. Moi, j'en ai ramassé depuis que je suis arrivée. Les membres ont doublé au parti depuis la dernière année. Donc, la santé du parti, elle est là. La militant qui veut contribuer à une alternative. L'intérêt, il est là. On a un congrès le 1er juin qui s'en vient. On a hâte de faire ça. On va avoir des bonnes conférences, des panélistes. Moi, je ne suis pas du tout... La dette ne m'a pas inquiétée. Encore une fois, je ne veux pas comparer ça à une dette personnelle, mais on a tous des dettes. On a tous une maison, on paye toute une hypothèque. Puis le parti actuellement a fait un travail incroyable au niveau de sa santé financière, de sa gouvernance, se doter d'une constitution, se doter d'un processus pour trouver des candidats. Moi, je suis une des raisons pourquoi je me suis ralliée à Ensemble Montréal, parce que j'aurais pu faire un parti politique. J'aurais pu partir toute seule. En fait, je suis partie toute seule. J'ai dit, moi, je me présente à la mairie de Montréal. Je me rallie à Ensemble Montréal. Je suis très consciente des défis financiers d'Ensemble Montréal, mais ils ne sont pas insurmontables. Puis, ils ont géré bien le parti. Et je pense qu'on va démontrer qu'on est une bonne alternative. Au niveau municipal, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui arrive, c'est que
à 2 mois d'une élection, on peut avoir un parti, comme tu as dit, un nouveau parti avec l'organisation, de l'argent, puis là, tout à coup, il y a un autre joueur qui rentre. Là, je ne sais pas s'il va y avoir des noms. Là, on attend circuler le nom de David Hurtel. OK? Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à une possible division de vote? Peut-être lui ou peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un quatrième parti, on ne sait pas. Là, ben, c'est sûr qu'il va y avoir, puis on le souhaite, qu'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter. C'est sûr que moi, je souhaite être capable de convaincre la plus nombre de possible de se rallier à nous comme alternative. Effectivement, si on peut avoir une campagne à moins de personnes, c'est sûr que le vote est plus... on le voit maintenant au fédéral, là, ce qui est en train de se passer entre 2 choix. C'est sûr que c'est un peu ce que je souhaiterais, mais maintenant, moi, j'ai pas peur d'avoir des candidatures. Je pense que c'est sain aussi pour une démocratie que les gens s'intéressent au municipal, c'est important. Maintenant, est-ce que c'est facile de faire un parti politique à Montréal? On a eu cette idée-là avant, mais c'est plus vrai. Ouais. On a 19 arrondissements. Depuis que le maire est élu au suffrage universel, tu dois faire campagne dans 19 arrondissements. Il faut que tu aies des gens qui font campagne pour toi. C'est pas aussi facile que ça l'était dans le passé d'arriver comme ça. Puis, tu sais, Mélanie Joly, quand elle s'est présentée, là, elle pouvait pas faire les débats si elle n'avait pas de candidat. Ouais. À la dernière minute, elle s'est trouvée à mettre du monde dans des poteaux parce qu'il fallait qu'elle ait un parti à un minimum de candidatures pour être capable de faire les débats. Donc, on n'est plus dans cette espèce d'idée un peu romantique qu'on va arriver puis que on va avoir une vague de quelqu'un qui arrive sans avoir une organisation de terrain. Là. Très intéressant comme discussion. Vas-y, Salim. George, on va arrêter là. Sais-tu pourquoi? Parce que sinon, la promesse électorale, ça va être l'annexion de Brossard comme 20e arrondissement. Là, Madame Assad va être la mairesse d'arrondissement, etc. On va arrêter ça là. On met un point là-dessus. Vous faites partie de la communauté métropolitaine quand même. Non, je fais une blague, puis on salue. Je vous jure qu'on ne va pas annexer Brossard. Non, c'est bon. On salue Madame Assad au passage. C'est une blague. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis. Allez vous abonner, partager, faites toutes ces belles choses-là. Soraya, merci d'être venue. Bonne chance. Je ne sais pas si on aura l'occasion, peut-être plus près des élections, de revoir. Ça nous fera plaisir. Ben oui, moi aussi, ça va me faire plaisir de revenir. Bravo à votre podcast. Merci, au plaisir. Ciao tout le monde. Bye-bye.